Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler un peu de scolarité, de système scolaire et de manuel scolaire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant, dans mon ancienne vie, j'étais professeure d'allemand en collège-lycée et j'ai également enseigné dans une école primaire privée, voilà, sur une classe de CP, CE1, CE2. Et même si je ne suis plus prof aujourd'hui, j'ai toujours un intérêt certain pour le système éducatif et l'éducation de manière générale, donc j'aime bien me tenir au courant de ce qui se fait et rester quand même proche de cette thématique parce que j'adore parler de l'école de manière générale et de la scolarité. Il y a effectivement beaucoup de choses à en dire, mais aussi parce que c'est un sujet essentiel pour notre société. Je n'arrêterai jamais de dire que l'éducation, c'est vraiment la base de tout, que ça soit l'éducation par les parents, mais l'éducation aussi à l'école. On ne cesse dans la vie d'apprendre et de grandir, et il faut pour ça qu'on ait une éducation qui soit solide et qui nous pousse au maximum vers l'intelligence, vers l'élévation de l'esprit, la réflexion, etc. Et donc, comme je fréquente régulièrement les boîtes à livres, etc., je trouve de temps en temps des manuels scolaires et j'aime toujours bien avoir des manuels scolaires à la maison parce qu'on y trouve énormément de ressources culturelles, notamment des manuels de français ou des manuels d'histoire, où je trouve des tableaux, des œuvres artistiques de différents siècles auxquels j'aurais pas forcément pensé. Et comme j'aime bien faire des recherches littéraires et artistiques, et ben du coup ça me donne de la matière à travailler et à réfléchir. Mais voilà, ce que je voulais surtout aborder comme sujet dans cette vidéo, c'est le fait que malheureusement on constate, et ça depuis un certain temps, une baisse du niveau scolaire de manière générale, et c'est surtout quelque chose qui se matérialise à travers les programmes et les livres scolaires. Alors quand j'étais prof, j'utilisais quasiment pas les manuels scolaires. Pour la simple et bonne raison que je ne trouvais pas ce qui m'intéressait dedans et que ils n'étaient pas régulièrement renouvelés. Sur des postes de professeur d'allemand où vous pouviez avoir des remplaçants qui se succédaient d'année en année, parfois on avait souvent des livres qui avaient 10 ou 20 ans, voilà, donc qui n'étaient plus du tout d'actualité, donc on ne pouvait pas s'en servir pour traiter des sujets d'actualité. Les documents étaient surannés. Donc j'utilisais en fait des documents que je trouvais moi-même, que je pouvais chiner à droite à gauche et je construisais mes séquences comme ça. Et aussi parce que je trouvais que les manuels scolaires étaient un peu bêtes, je trouve pas d'autres mots. En fait, je trouvais qu'on prenait un peu les élèves pour des imbéciles en fait dans les manuels scolaires, notamment les manuels d'allemand sur des classes de 6e ou 5e où vous aviez quelque chose de très enfantin, de très puéril en termes de couleurs, en termes de choix, de contenu, de documents. C'était des thématiques assez simples évidemment pour commencer l'apprentissage de la langue, mais c'est pas parce que ça doit être simple au départ que c'est censé être bêtifiant. Voilà, il y a quand même une différence entre les deux. Et c'est vrai que les textes, les documents, la manière dont c'était mis en page, en fait, on aurait cru des livres de CP ou de CE1. En fait, ça reflétait absolument pas l'esprit d'un élève de 6e ou de 5e et du coup, ça m'agaçait tellement que je me servais très peu des livres et des documents. Alors, j'ai constaté ça aussi sur des classes de CE1, CE2, hein, sur des livres d'apprentissage de la lecture, de français, de grammaire, d'orthographe, tout ça. En fait, on a tendance vraiment à produire des choses scolaires, des choses éducatives pour les enfants qui sont de plus en plus bêtes. Voilà. Déjà, c'est simplifié au maximum, on explique tout. Voilà, il n'y a plus tellement cette dynamique de laisser chercher, de se poser des questions, d'analyser. Tout est beaucoup plus expliqué aujourd'hui pour que l'élève ait moins d'efforts à faire aussi, que ce soit intellectuel, cognitif, dans sa capacité à réfléchir, à prendre du recul. Mais sur des petites classes par exemple qui commencent à lire et lisent plutôt bien,
et ben on constate que les thématiques abordées en lecture sont extrêmement simplistes, quoi. Voilà, donc on peut se retrouver avec des élèves de CE1, CE2 qui vont lire des textes où on vous dit par exemple ah ben aujourd'hui maman a fait un gâteau. Émilie est très contente, elle va manger son gâteau à 4 heures avec ses copines. Voilà, et ça, vraiment des élèves de CE1, CE2 qui sont déjà capables de parler de certains sujets, qui ont déjà une pensée un peu élaborée, qui sont déjà un peu parfois dans la critique aussi pour certains, lire ça, mais c'est très abrutissant. Et c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans les programmes à la télévision pour les enfants, du type dessin animé, tout ça, où en fait on remarque que c'est de plus en plus déjà il y a des couleurs de plus en plus criardes, c'est de plus en plus répétitif, il y a de moins en moins de vocabulaire, de moins en moins de mots, de moins en moins d'élaboration au niveau des dialogues, et ça abrutit, mais véritablement. Et du coup j'ai été assez sidérée quand j'ai regardé les contenus pour les petites classes CE1, CE2 et que je voyais ce qui était proposé, je me disais mais on va pas lire ça quand même. Et parfois les élèves me disaient mais maîtresse c'est nul, on va quand même pas lire ça. Donc du coup on lisait autre chose, on lisait des choses plus élaborées, on essayait de faire des choses un peu plus complexes aussi, parce que si on se limite à ce qui est proposé par les programmes, en fait on se rend compte que c'est vachement répétitif et que c'est pas hyper stimulant ou hyper intéressant. Alors j'ai rencontré la même problématique en collège-lycée, j'ai fait quelques années de collège, donc on a ce qu'on appelle des niveaux en fait, c'est-à-dire que nous en langue on a le CE-CRL qui classifie, qui catégorise les différents niveaux que les élèves sont censés atteindre dans les différentes classes. Voilà, donc nous on a ce qu'on appelle le A1, A2, B1, B2, mais après pour le français, l'histoire et les autres matières c'est pareil, il y a des paliers que les élèves sont censés atteindre à certains moments. Bon, moi je me souviens, au tout début quand j'ai commencé, on demandait par exemple à un élève de 3e en LV2, donc en langue 2, en deuxième langue, d'avoir un niveau, je crois que c'était un niveau proche du B1, voilà, c'était quasiment un B1 en fait. Et sur la fin, quand il y a eu la réforme des collèges, après il y a eu la réforme des lycées, moi j'ai connu les deux réformes, eh bien on disait qu'un élève en fin de 3e, s'il avait validé par exemple, on va dire, quelques items en A2, c'était bon. Donc imaginez, on a commencé par exemple, ça fait 2 ans qu'on pratique, bah, du coup on a gagné un niveau, quoi, voilà. Donc on voyait, en avançant dans les années, que les exigences étaient de moins en moins importantes. Et ça, on l'a vu notamment avec les grilles d'évaluation. Parce que vous savez, pour le bac, par exemple, on a des grilles d'évaluation officielles, en fait des grilles de bac que le ministère nous donne. Et on doit évaluer les élèves avec ces grilles. Et quand je suis arrivée à la réforme des lycées, je trouvais déjà que les grilles étaient très gentilles et très clémentes. Et quand on est arrivé au moment de la réforme, donc la réforme s'est faite dans un chaos généralisé, on avait très peu d'informations, on ne savait pas ce qu'on devait expliquer aux élèves et aux parents, c'était très 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 compliqué. Et je me souviens quand on a fait cette réunion avec les inspecteurs en ce qui concernait l'évaluation, donc la nouvelle évaluation pour les épreuves de bac, eh ben, on nous a clairement dit notez gentiment. Voilà, soyez sympa, ne soyez pas trop sévère parce que c'est la première année, donc comme rien n'était au point, comme habituellement quand une réforme est balancée sur la table, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez avec ça, eh bien on nous disait pour pas que ça foire et pour pas que ça mette les élèves en difficulté, soyez sympa, voilà. Donc on nous encourageait en fait à noter moins sévèrement, voilà, à donner le bac. En fait il fallait donner le bac aux élèves, c'était pas dit comme ça mais on l'a bien compris. Donc moi je me souviens qu'à cette réunion je me suis un petit peu insurgée et d'autres collègues aussi en disant que déjà qu'on trouvait que les grilles précédentes étaient quand même très sympathiques, voire trop sympathique. Et là, du coup, on a dit le niveau est encore en train de baisser. Donc clairement, qu'est-ce que nous, professeurs de langue, on va pouvoir proposer aux élèves avec des grilles comme ça? En gros, si l'élève il est capable de sortir 2 phrases avec des mots qui sont compréhensibles, mais la phrase n'a pas de sens, limite c'était ok, quoi. Et donc on nous a
pas répondu, bien évidemment, parce que c'est un sujet qui est sensible, donc, et qu'on doit se contenter d'appliquer en fait ce qu'on nous demande d'appliquer. Donc moi ça m'avait quand même bien chamboulé, et comme à cette époque-là je pensais déjà tranquillement à quitter l'éducation nationale et mon métier de professeur, ça a entériné davantage en fait au fur et à mesure ma réflexion de quitter ce système qui me semblait la plupart du temps assez absurde. Et donc nous on l'a vu à travers les grilles, voilà, on l'a vu aussi à travers le niveau des élèves bien évidemment, puisque on n'avait pas beaucoup non plus d'heures allouées aux langues, voilà, les LV2 c'est 2 heures par semaine, donc 2 heures par semaine, sachant qu'il y a peut-être 10 minutes ou 15 minutes de notre heure qui est consacrée à l'organisation, à la mise en place des activités et puis à faire la police aussi quelquefois, et bien ça nous laisse à peu près 1 heure et quart par semaine de pratique de langue répartie de façon assez peu efficace sur la semaine. 1 heure le lundi, 1 heure le vendredi, alors qu'en fait pour qu'on puisse apprendre une langue correctement et de manière efficace, il faudrait pouvoir en faire 45 minutes, une demi-heure tous les jours. Voilà. Donc notre système à nous en France n'est pas du tout efficace, le système éducatif en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Moi je me suis très vite rendu compte que je n'apprenais pas véritablement une langue à mes élèves, mais que je leur donnais des éléments langagiers, des bases de quelque chose, mais que si eux plus tard voulaient parler couramment ou vraiment avoir un bon niveau en langue, fallait vraiment qu'ils fassent des choses à côté parce que c'est largement pas suffisant ce qu'on fait à l'école. Donc c'est plus une découverte de la langue et de la culture qu'un enseignement de la langue à proprement parler, de mon point de vue. Donc si on prend le livre par exemple de français que j'ai là, qui est un livre qui a été fait pour les bacs pro, seconde, première, terminale, mais après j'en ai vu d'autres aussi qui étaient pour des filières qui ne sont pas des filières de bac professionnel, et c'est à peu près le même principe. Par rapport à des livres des années 90 ou des livres des années 2000, on voit clairement la différence. Les livres des années 90 et 2000, en général, les textes, il y en avait beaucoup plus. Le contenu des textes était beaucoup plus riche, beaucoup plus élaboré, et les questions qui étaient posées beaucoup plus complexes. Moi, ça m'est arrivé par exemple de lire des livres de français des années 90 ou 2000, de voir les sujets des questions et des activités qui étaient proposées, et par exemple de voir des mots complexes ou compliqués, des phrases compliquées aussi dans les consignes, donc c'était plus élaboré. Quand on regarde les livres d'aujourd'hui, on voit par exemple que les textes, vous voyez ça c'est le texte par exemple, c'est beaucoup plus court. Voilà, donc les textes sont plus courts, on survole davantage, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'auteurs différents, mais il y a des tout petits textes, et c'est écrit avec des gros interlignes, donc il y a peut-être, allez, on va dire maximum, il y a peut-être une vingtaine de lignes à lire par texte. Alors moi la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut, à partir d'un texte de 20 lignes, découvrir vraiment un auteur, découvrir vraiment une pensée, développer une critique aussi à l'égard de cette pensée, réfléchir, entrer vraiment dans la thématique. Enfin, on ne va pas connaître véritablement un auteur ou sa pensée ou son époque, ou en tout cas l'histoire de l'œuvre, en se contentant de lire 20 lignes par-ci par-là. Donc vous voyez, on n'est pas dans l'approfondissement vraiment d'une thématique, on est dans le survol. On voit un maximum de choses, on traite un maximum de sujets, mais on ne fait que survoler. En fait, on n'approfondit pas. Alors, je vois qu'ils font un effort pour proposer un maximum d'œuvres différentes et surtout des films. Alors ça, moi, je trouve ça bien qu'on inclue des films dans les manuels. Également des supports visuels, parce que les films, c'est super intéressant, mais encore faut-il choisir des bons films. Les choix ne sont pas toujours très judicieux par rapport aux thématiques. Également, on inclut énormément d'œuvres. Alors j'ai été heureuse de voir que dans ce livre, notamment, il y avait beaucoup d'œuvres peintures de toutes les époques et de tous les styles. Il y a aussi des BD, il y a aussi des choses un peu plus modernes. Donc on voit qu'il y a quand même un effort de modernité qui est fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est vraiment en termes de consignes et en termes de contenu, parce qu'on se rend compte que tout est beaucoup plus expliqué. Voilà, donc tout est fait finalement pour que le travail soit mâché et qu'il y ait de moins en moins d'efforts de réflexion, d'analyse et de recherche à faire. Donc tout est donné. Voilà.
Dans les anciens manuels, dans les vieux manuels, il n'y avait pas autant d'explications, il n'y avait pas autant de trucs et astuces, de boîtes à outils, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'accompagnement bienveillant, dans l'aide, etc. Donc on va rajouter des explications, des mini-exercices, des petites boîtes à outils, des petits trucs et astuces. Donc ça, c'est vraiment sympa, mais quand ça mâche pas le travail de réflexion et de recherche, ce qui est vraiment le cas ici, voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres des différences qu'on peut trouver entre les anciens manuels et les manuels d'aujourd'hui, qui témoignent en fait de cette simplification à outrance du contenu, voilà. Aujourd'hui, on est aussi dans une manie de tout simplifier, voilà, de tout modifier, de manière à ce que ce soit plus édulcoré. Par exemple, si on va dans les librairies et qu'on va au rayon enfants, eh bien on va trouver des histoires comme La Belle au bois dormant, des contes de Grimm, etc., qui ont été mais complètement polis. Voilà, on a complètement poli le truc, donc ça ne ressemble plus du tout à l'œuvre que c'était à l'origine. Alors moi qui suis toujours très accrochée aux œuvres originales, c'est toujours un peu difficile pour moi. On fait des réécritures, on fait des réadaptations, parfois même des réinterprétations des œuvres, et donc sur les livres pour enfants, notamment les livres de contes, on voit bien la différence entre les livres de contes que moi je lisais quand j'étais petite et les livres de contes aujourd'hui. Donc déjà il y a moins de texte, c'est moins compliqué, c'est encore une fois beaucoup plus coloré, beaucoup plus sympathique. Et puis certains contes ont complètement été dénaturés, c'est-à-dire que par exemple des contes qui sont un peu cruels, comme Barbe Bleue notamment, et bien aujourd'hui on va romantiser, on va en faire une histoire un peu plus sympathique à lire pour les enfants, pour pas que ça fasse peur, etc. Et puis on va transformer le personnage de Barbe Bleue, qui est à la base en fait un psychopathe, même si le mot est un peu fort, mais dans le conte c'est ça, et bien on va le transformer en par exemple un personnage qui s'en veut, qui en fait est gentil et qui fait du mal parce que c'est pas sa faute, etc. Vous voyez, on essaye en fait à chaque fois de transformer pour que ça soit plus sympathique, enfin que ça ait une meilleure gueule presque en fait, voilà. Mais c'est pas rendre service que de faire ça, parce que du coup on réinvente en fait les histoires, et puis surtout on simplifie énormément. Donc vous avez par exemple des réécritures de l'Odyssée ou des réécritures de certaines œuvres anciennes pour les enfants qui sont mais clairement édulcorées quoi. Donc moi j'aime pas qu'on prenne les enfants pour des imbéciles. Alors évidemment que quand on est un enfant, on a besoin de vivre son enfance, on a besoin de magie, on a besoin de mystère, on a besoin de toutes ces choses-là, ok. Mais c'est pas une raison non plus pour à chaque fois vouloir tout simplifier à outrance et dénaturer complètement l'histoire originelle. Moi je suis toujours assez déçue quand je vais dans la partie enfant en fait pour les livres, etc. parce que je trouve que c'est pas très recherché. Il y a beaucoup aujourd'hui d'œuvres pour enfants, de petits livres pour enfants qui sont bêtes, voilà, encore une fois, avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, mais très peu de texte. Des histoires qui sont pas franchement intéressantes et qui se ressemblent toutes les unes avec les autres, pas beaucoup de recherche, même au niveau des graphismes, etc. ça reste quand même assez basique, assez bateau. Donc c'est des petits livres effectivement qui peuvent plaire, mais je trouve pas que ce soit des contenus qui soient très intéressants, surtout pour des enfants qui sont en recherche un peu d'élaboration et de réflexion. Voilà. Donc pour moi, au travers de tous ces exemples-là, il y a une espèce de volonté généralisée de baisser le niveau. Voilà. Alors d'où vient cette volonté, pourquoi elle est là, je ne sais pas, mais c'est une réalité. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à entendre en fait aujourd'hui qu'on s'insurge et qu'on s'étonne de la baisse du niveau culturel, intellectuel, de réflexion, d'esprit critique, etc. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis très longtemps. Nous, enseignants ou même anciens enseignants, quand on a travaillé dans l'éducation nationale, on sait que ça fait longtemps qu'on est en train de faire baisser le niveau. Donc évidemment, quand je vous parle de faire baisser le niveau, je ne parle pas que de faire baisser le niveau des élèves, mais aussi le niveau des enseignants baisse. Ben oui,
parce que sur comment dire, maintenant vous avez des enseignants qui arrivent, qui ont 22, 23 ans, qui commencent le métier, qui sont pas de la même génération, qui ont eu du coup qui ont été éduqués scolairement avec des manuels, avec des programmes et des contenus qui sont plus simplifiés et plus édulcorés. Et donc, eux, à leur tour, vont enseigner. Donc si vous voulez, ça baisse d'année en année parce que la façon d'éduquer et d'enseigner baisse, et donc ceux qui deviennent enseignants, voilà, vous voyez, ça fait comme une escalade en fait finalement. Donc oui, on n'a pas le même niveau. En fait, je vois bien le niveau d'exigence aussi. Moi, je me souviens quand j'apprenais l'allemand à l'époque, quand j'étais à l'école au tout début, on avait beaucoup de contenu de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire. On avait des professeurs aussi qui avaient été éduqués à l'ancienne façon, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à l'époque encore dans des livres, ils n'avaient pas forcément l'internet, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, donc ils avaient une façon beaucoup plus fastidieuse et beaucoup plus dans la recherche d'apprendre une langue. Voilà, donc on faisait beaucoup d'exercices, etc. Je dis pas forcément que c'était bien, hein, parce qu'une langue, c'est pas que faire des exercices et écrire tout le temps et faire de la grammaire tout le temps. Hein. C'est bien autre chose que ça, l'apprentissage de la langue. Mais il y avait quand même une espèce de base extrêmement solide. Et moi, je me souviens de certains professeurs, notamment en allemand que j'ai eu, qui avaient un niveau de vocabulaire et un niveau d'expression qui était impressionnant, quoi. Et ça, j'ai pu forcément retrouver ça après, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes années. Et aujourd'hui, vu que l'exigence est beaucoup moins élevée, que ça soit déjà à l'école primaire, ensuite au collège, ensuite au lycée, puis ensuite à l'université, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est comme un effet domino. C'est-à-dire qu'il y a moins d'exigence à la primaire, donc du coup, il y aura forcément moins d'exigence au collège, parce que quand les élèves vont arriver au collège et que vous êtes enseignant par exemple en 6e ou en 5e, vous êtes confronté à des difficultés que vous ne pensiez pas que c'était possible que des enfants de cet âge-là aient des difficultés comme ça. Donc vous n'allez pas forcément faire ce qui était prévu à la base, vous allez devoir adapter, vous allez devoir simplifier parce que le niveau des élèves est plus bas. Donc ensuite, les élèves vont avancer, mais ils avanceront toujours avec un niveau moindre que ce qu'ils étaient censés avoir au départ. Et quand ils vont arriver au lycée, les profs qui sont au lycée, ils vont récupérer les anciens élèves de 3e qui ont des lacunes, qui ont des difficultés, et donc au lieu d'arriver à un niveau seconde, je dirais un peu classique, il va falloir s'adapter, il va falloir simplifier, il va falloir par exemple en seconde refaire des choses du niveau 5e, 4e, 3e, et c'est comme ça qu'à chaque fois, en fait, le niveau baisse quelque part, et quand on arrive à l'université, où normalement on est censé avoir des élèves qui savent écrire, qui savent lire, qui ont acquis en fait un certain nombre de compétences, de connaissances et tout, en fait les profs de fac sont confrontés à des élèves qui font énormément de fautes d'orthographe, qui n'arrivent pas à écrire, qui n'arrivent pas à réfléchir, qui n'arrivent pas à écrire par exemple plus de 15 lignes sur une question où on demande d'élaborer un petit peu un raisonnement. Voilà. Donc il y a aussi une inquiétude parmi les professeurs à l'université qui voient clairement d'année en année le niveau baisser. Donc évidemment, comme ça commence tout en bas, ça monte tout en haut. Et donc après, quand les gens arrivent sur le marché du travail, ils ont un moins bon niveau qu'il y a quelques années. Alors pour avoir enseigné en école primaire, avoir été aussi un petit peu en école maternelle, j'ai pu voir un petit peu toutes les étapes, de la maternelle jusqu'à l'université. J'ai travaillé dans l'administration à l'université et en fait j'ai pu discuter avec les enseignants de l'université qui s'alarmaient en fait de voir arriver en L1, licence 1, des élèves qui n'avaient pas le niveau en orthographe. Et donc ils étaient un peu choqués quelque part de devoir corriger des fautes d'orthographe et de devoir être contents quand un élève de L1 arrivait à faire une phrase sujet verbe complément sans qu'il y ait de faute d'orthographe. Voilà. Alors, peut-être que mon discours peut paraître un petit peu archaïque parce qu'il y en a certains qui vous diront l'éducation moderne, les pédagogies modernes, on n'est plus dans l'orthographe, on n'est plus dans la grammaire, on n'est plus dans ces trucs-là. Maintenant, c'est très intuitif, c'est très artistique, c'est très créatif. Moi, j'entends. J'adore les pédagogies modernes. J'ai d'ailleurs travaillé dans une école alternative, comme je vous ai dit, en CP, CE1, CE2,
où on faisait énormément de choses artistiques et créatives et c'était vraiment une super expérience, j'ai adoré. Donc, moi j'adore ce type de pédagogie, mais par contre ça ne remplace pas les bases que les élèves doivent acquérir en termes de savoir se débrouiller dans la vie. Donc savoir se débrouiller dans la vie, c'est savoir écrire, c'est savoir lire correctement, c'est savoir comprendre un texte, c'est savoir avoir du vocabulaire, c'est savoir s'exprimer, c'est savoir répondre à des questions, tenir une conversation, compter aussi un minimum, parce que dans la vie, il faut savoir se débrouiller avec son français, avec sa langue maternelle, avec son vocabulaire, avec son élocution. Il faut pouvoir comprendre ce que les gens nous disent, il faut pouvoir répondre à ce que les gens nous demandent, et pour ça, eh ben, il faut un minimum éducatif. Moi, j'accorde énormément d'importance à l'orthographe et à la grammaire. Alors naturellement, je suis consciente aussi des difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Je sais très bien qu'il y a des élèves qui ne sont pas scolaires, je sais très bien qu'il y a des élèves qui ont du mal à se concentrer, je sais aussi qu'il y a des élèves qui souffrent et qui n'arrivent pas à faire certains exercices, mais ça, c'est pas grave, on peut adapter. Moi, j'attends pas, si vous voulez, que chaque personne atteigne le même niveau au même moment. La progression, elle est individuelle. Voilà, on va pas standardiser la progression. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un minimum de base à acquérir. Pour moi, un élève qui arrive en licence 1 et qui a du mal à lire les consignes, qui a du mal à réfléchir, qui ne sait pas élaborer sa pensée, qui comprend pas le vocabulaire, qui comprend pas forcément ce qu'on lui demande de faire, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire que dans la vie, c'est potentiellement quelqu'un, même sur le marché du travail, qui aura de la difficulté. Et ça peut être handicapant. Il faut bien comprendre que quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire, quand on ne sait pas bien s'exprimer, quand on ne sait pas écrire, dans la vie quotidienne, c'est très handicapant. Moi, je pense à mon père, notamment, qui a été à l'école jusqu'à ses 14 ans. Après, alors il n'a jamais aimé l'école, il s'est toujours considéré comme un mauvais élève, voilà, donc ça a été aussi son traumatisme. Et lui, c'est plutôt un manuel, voilà, c'est pas quelqu'un qui aimait l'école, la scolarité, l'intellectuel et tout, est plutôt manuel. Mais n'empêche que, même s'il a fait un métier manuel et qu'il s'en est très bien sorti à cet endroit-là, il avait quand même un handicap avec tout ce qui était gestion de la vie quotidienne, communication, expression. Il était par exemple incapable d'écrire une lettre, donc quand il fallait écrire une lettre administrative, que ça soit pour le loyer, que ça soit pour les assurances, et ben du coup il était complètement perdu parce qu'il n'arrivait pas à écrire. Il avait aussi beaucoup de difficultés à tenir des conversations au téléphone avec des personnels administratifs également parce qu'il manquait de vocabulaire, parce qu'il avait peur de ne pas comprendre, parce que c'était un peu compliqué pour lui. Donc moi j'ai vu par exemple, au travers de cet exemple-là de mon père, la difficulté à maîtriser sa langue, maîtriser sa communication, maîtriser son français et à quel point ça peut être handicapant dans la vie quotidienne et à quel point ça peut nous rendre pas autonomes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il doit y avoir une base qui doit être donnée et que cette base-là, elle doit être solide et que du coup ça peut être donné qu'à travers des enseignements qui sont solides. Voilà. Alors c'est vrai que ces dernières années, comme on est beaucoup dans la liberté pédagogique, on a été beaucoup dans la rigidité, donc maintenant on verse un peu trop dans la liberté, et dans l'idée de l'éducation, les enfants font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. Et puis c'est eux qui choisissent leurs activités, et puis c'est eux qui construisent leur propre parcours scolaire et tout. Alors oui, certes c'est intéressant, mais je pense quand même qu'il doit y avoir un minimum de cadre, voilà. Parce que l'enfant, il a besoin de certains outils pour évoluer dans la société. Et donc, savoir écrire, savoir compter, savoir réfléchir, savoir faire des phrases, savoir élaborer une pensée, etc., savoir comprendre une consigne, et ben c'est quand même important. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est à peu près le tableau que je voulais dessiner dans cette vidéo, voilà. Merci d'avoir partagé ce petit temps avec moi, voilà, de réflexion, de partage sur cette thématique. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains sujets.